Razzia sur l'Atlantique, un film inédit signé Nicolas Van Ingen qui nous dit tellement de choses sur la situation de ces pêcheurs sénégalais appauvris par cette surpêche illégale des bateaux étrangers. Le Sénégal dépouillé de ses ressources halieutiques, la faute à qui, à quoi et surtout comment en sortir? On va en parler avec nos invités ici présents. Fabien Gay, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, vice-président de la Commission des affaires économiques. Depuis plusieurs années, vous attirez l'attention du gouvernement sur la surpêche et ce qu'on appelle les navires-usines, notamment par le biais de questions écrites adressées à l'exécutif. Ousmane Ndiaye, bienvenue à vous également. Vous êtes rédacteur en chef Afrique pour TV5 Monde, ancien correspondant notamment au Mali et au Sénégal. Frédéric Lemanac, bienvenue à vous. Vous êtes directeur scientifique de Bloom. C'est une ONG qui lutte contre la destruction de l'océan, du climat et des pêcheurs artisans. Vous êtes par ailleurs docteur en gestion des pêches. Et Thierry Fabre est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Challenge. Vous êtes à la tête du pôle politique, macroéconomie et international. Merci beaucoup à tous les quatre d'être ici. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur les termes employés dans le film, parce que les mots sont importants. Est-ce que tout le monde est d'accord pour parler d'un pillage des eaux sénégalaises? C'est le terme qui est employé dans ce film. Est-ce qu'on peut parler de pillage et de bateaux pirates, Ousmane Ndiaye? Oui, de façon évidente. Le document le démontre de façon admirable. Ce qui se passe, c'est que nos modes de vie ici détruisent d'autres modes de vie. C'est clair. C'est-à-dire, et ça c'est intéressant quand tel documentaire existe, parce que je n'ai eu de cesse ces dernières années de rappeler que nos problèmes d'ici, une bonne partie des problématiques trouvent leur source ailleurs. Enfin, vous prenez la question de l'immigration, qui est beaucoup ici débattue par les politiques, c'est une question nationale. Mais on voit clairement les processus en cours. À partir d'un certain nombre d'années, on a vu que l'immigration, c'était des bateaux qui venaient. Et quand vous prenez les zones de départ pour le Sénégal dont on parle ici, la principale zone de départ des pirogues au Sénégal, c'est Thiaroye. Thiaroye, c'est des pêcheurs. Et que l'essentiel des jeunes qui venaient ici et qui créaient un phénomène de psychose, on a vu les images qui ont beaucoup débattu, sont la conséquence, il faut que l'opinion publique française sache que c'est la conséquence de nos choix de vie ici. Deuxième chose qui est très importante à dire, c'est pas seulement une destruction économique, pour moi c'est pire qu'un pillage. Parce que pour un pays comme le Sénégal dont on parle ici, on ne détruit pas que l'économie, on détruit l'âme même du pays, la structuration du pays. Sénégal, le nom du pays vient de Sunugal, selon certains historiens. Sunugal, ça veut dire notre pirogue. Et que l'essentiel même du pays, le plat national s'est fait à base de poissons, etc. Toute la conscience nationale, une bonne partie de la conscience nationale s'est construite sur la question de la pêche. Donc non seulement c'est une destruction économique, c'est une destruction culturelle, c'est une destruction de tout un écosystème. Frédéric Lemanac, on se demande si ça ne concerne que le Sénégal, parce qu'on va peut-être voir une carte, mais on parle là de toute l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on est tous d'accord pour parler d'un pillage des eaux de toute l'Afrique de l'Ouest? C'est vraiment comme ça qu'il faut dire les choses? Oui, c'est vraiment comme ça, et même de toute l'Afrique, puisqu'en Afrique de l'Est, on a aussi les mêmes mécanismes qui existent. On a des accords de pêche établis entre l'Union européenne et les pays d'Afrique de l'Est, Madagascar, les Seychelles, etc. Et on a aussi les flottes asiatiques qui sont là-bas. Donc on n'a pas les Turcs, on n'a pas les Chinois dans l'océan Indien, mais c'est exactement les mêmes mécanismes, pas forcément les mêmes espèces, les mêmes marchés, mais on a effectivement un pillage qui existe en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est de la part des nations de pêche les plus développées. Et alors j'allais vous dire, dans le film on comprend que c'était d'abord au départ plutôt un pillage européen, devenu ensuite un pillage russe et chinois. Est-ce que pour autant c'est terminé du côté européen, on parle plus de pillage ou c'est pas tout à fait clair encore? Ah non, on parle toujours de pillage européen. Il faut savoir que les plus gros bateaux de pêche européens sont tous envoyés en Afrique une partie de l'année. Tous les bateaux dont on parle régulièrement en hiver, qui font 120, 140 mètres de long, sont en Afrique une partie de l'année, sont dans l'océan Atlantique Nord une autre partie de l'année, dans le Pacifique une autre partie de l'année. Tous les plus gros navires de pêche européens, par exemple les thoniers seineurs, sont basés en Afrique de l'Ouest et dans l'océan Indien. Et on a des mécanismes, on pourra revenir pendant l'émission là-dessus, mais l'Union européenne, clairement, est une force motrice de destruction des écosystèmes marins en Afrique et de destruction aussi de la démocratie. Ils corrompent en fait les processus de décision. En ce moment, on a l'Union européenne qui veut objecter
à un vote démocratique qui est élu dans l'océan Indien. Donc non, bien sûr qu'on parle toujours de pillage européen. C'est pas juste un problème historique. Mais c'est un pillage différent quand même, Khalifa, parce que on peut pas imaginer que l'Europe pille les eaux africaines. Il y a des accords. Alors est-ce que les accords sont un peu troubles? Ils sont imposés surtout. Ils sont imposés. Alors, non, mais ça, c'est une vraie question. C'est assez désespérant de parler de pillage aujourd'hui, alors qu'on en parlait déjà il y a 40 ans ou 50 ans après les indépendances. On a l'impression que le sujet n'a pas avancé. Moi, ce qui me frappe, c'est la faiblesse des États. C'est-à-dire que l'État sénégalais, il signe des accords. Mais on pourrait se dire que ça pourrait être un accord d'égal à égal où il évalue le pour et le contre. Il en a signé avec les Européens. Ça, c'est très bien expliqué dans le film. Ouais. Ça aboutit à un pillage. Maintenant, il est face à d'autres puissances, Russie et Chine, où là, il n'y a pas d'accord. C'est ça. Et donc, c'est peut-être pire. C'est-à-dire que, du coup, on voit bien dans le film que les méthodes de pêche, en fait, contournent la réglementation. Les Chinois se font passer pour des pêcheurs sénégalais. Oui, c'est ce qu'on appelle la sénégalisation. Il y a une faille juridique qui permet aux bateaux Et donc, pillent directement les autres. Donc, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a eu même un recul des nations africaines, où auparavant, il y avait un accord, certes déséquilibré, mais il y avait un accord quand même qu'on pouvait espérer renégocier. Et là, il se trouve que dans ce cas, le cas de la pêche, il n'y a même plus d'accord. Donc, c'est vraiment, c'est totalement sauvage. Et ça, c'est assez inquiétant. Et ça pose le problème des relations. C'est-à-dire, beaucoup de pays africains ont dit la puissance coloniale française, il y en a assez, on va aller avec d'autres nations. On voit que les relations avec la Chine sont aussi très compliquées, parce que c'est aussi des relations de domination, et parfois sans les paraffer. Donc c'est extrêmement... Donc vous nous dites quand même tout le monde est responsable, y compris les autorités sénégalaises, qui, elles, ont besoin d'argent, c'est ça? Non, ça révèle leur faiblesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on signe un accord, il y a un deal. Quand on signe un accord avec les Chinois, souvent le deal avec les Chinois, c'est on vous donne de l'argent, mais on prend éventuellement les matières premières. Donc le problème, c'est que quand on est une nation africaine, on est souvent en position de déséquilibre, on a besoin de ressources, et donc effectivement, ça aboutit à un accord déséquilibré. Fabien Gay, comment vous voyez cette question d'un pillage, tout le monde est d'accord pour parler d'un pillage, par des bateaux étrangers, y compris européens, donc y compris nous, avec une responsabilité partagée? Non, c'est un pillage. Moi, j'ajoute le mot de raquette. Parce qu'en fait, on est au cœur d'une relation entre le Nord et le Sud qui n'est pas du tout équilibrée, qui ne l'a jamais été. C'est un rapport de domination. En réalité, c'est un néocolonialisme. Et on ne peut pas traiter d'égal à égal. On devrait avoir des rapports de coopération, construire d'autres choses, reconnaître les océans comme bien commun de l'humanité, comme l'Amazonie française ou tant d'autres choses. Là, on parle de la surpêche, mais on pourrait parler aussi des terres agricoles qui sont achetées en masse par les Chinois, les Russes et les Européens, toujours en Afrique. Et c'est un désastre, vous avez dit, économique, culturel, pour les fonds marins, puisqu'on a des énormes chalutiers, et il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas qu'au large du Sénégal qui viennent racler les fonds marins, libèrent du CO2, et donc la question du CO2, c'est une question d'humanité. Donc on devrait avoir une nouvelle dialogue, coopération. On rejette 25% des poissons à la mer. C'est 500 000 tonnes, je crois, pris pour faire justement de l'huile ou de la farine, pour aller non pas nourrir évidemment l'Afrique, mais les populations européennes, chinoises ou autres, ou même le bétail. Donc on est vraiment dans un système, aujourd'hui, néocolonial. Il n'y a pas d'autre mot. Et moi, j'ajoute que c'est un racket, parce qu'il peut avoir, à un moment, des négociations, il peut avoir des traités qui sont peu ou pas respectés, parce que quand on a affaire à des grandes compagnies comme ça, malheureusement, elles sont plus puissantes que des États. C'est ça la réalité. Et puis vous avez, en quelque sorte, de la piraterie, parce qu'aucun accord, et on pense que l'Afrique est encore un terrain de jeu pour les dominants, et on peut aller la piller et on peut aller faire son marché de façon en toute impunité internationale, sans jamais être sanctionné. C'est ça le problème. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a des rapports de domination économique. Maintenant, de l'autre côté, par exemple, sur le cas du Sénégal, la presse sénégalaise a enquêté, travaillé dessus. Il y a eu ce qu'on a appelé les scandales des accords de pêche. C'était quoi? C'est-à-dire, on s'est rendu compte que les partis politiques étaient financés par des dessous de table ou une partie des accords dont on ne savait pas où est l'argent. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs le documentaire le dit, pendant longtemps, les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, c'était des accords secrets. Ce qui viole même quelque part les textes de l'Union européenne qui disent que quand le citoyen européen finance de l'argent, il y a une contrepartie de transparence. Donc en fait, des deux côtés de la classe politique et des États, il y a une défaillance. C'est-à-dire l'Union européenne accepte quand même de tordre la règle
établi de transparence. Et de l'autre côté, tu as quand même, au Sénégal, sur le cas du Sénégal, les accords de pêche permettent de financer une bonne partie de la classe politique. Les Chinois, ça a été démontré, c'est encore pire, parce que ça permet de donner des licences en dehors de tout cadre légal, donc pouvoir récupérer de l'argent liquide pour pouvoir financer des activités politiques. Donc il y a une alliance objective entre des élites soit souvent corrompues ou qui ont des intérêts immédiats, qui se fait sur le dos des deux peuples, des deux populations, parce qu'au final, c'est les populations qui trinquent. Mais le rapport de domination s'accompagne toujours de la corruption pour justement que l'impunité continue. Et le fait que ces accords de pêche ne soient pas rendus publics, ce sont exactement la même chose que les traités de libre-échange climaticides qui vont au moins 10 ans social et environnemental. Bon, moi, je pense qu'il faut abolir tout ça. Il faut arrêter. De façon internationale, il faut se reposer les questions d'échanges commerciaux, économiques. Non, mais oui, mais d'accord. Mais ce qui se passe, en fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Le modèle des accords de pêche qu'on dénonce ici, il faut savoir que ce modèle-là a été étendu à toute l'économie africaine. Il y a ce qu'on a appelé les APE, les accords de partenariat économique avec l'Afrique, que les Africains ont refusé jusqu'au bout de ratifier. Et que l'Europe a profité de la division des Africains et d'un certain chantage à l'aide pour imposer des accords de partenariat économique qui vont totalement détruire l'agriculture, la petite agriculture africaine. Et on comprend dans le film, en tout cas, que se sentant impuissant, voyant qu'il ne trouve d'aide nulle part, une partie des pêcheurs sénégalais se révolte et se fait justice soi-même, ce qui donne une radicalisation des propos et des actes. Je voudrais qu'on écoute ce leader syndical qu'on entend beaucoup d'ailleurs dans le film. Un jour, j'ai dit aux pêcheurs là, mais écoutez, le problème, ce n'est pas l'État qui va le régler de cette façon. C'est à nous de le régler. Parce que c'est à nous qu'on attaque. On est allé encercler un bateau. Je suis monté en haut avec les amis. On a fait descendre le capitaine qui était un Chinois. Ils étaient 5, on les a tabassés. On a amené le capitaine chez moi. On l'a kidnappé. Quand on te tape sur la joue droite, il ne faut pas donner l'autre. Il faut taper toi aussi. Et oui, je vous vois tous réagir, mais Frédéric Lemanac, c'est ça le résultat. C'est qu'effectivement, ça semble donner des situations de violence, des radicalisations de propos et d'actes. Et on l'entend là de la bouche d'un leader syndical. Il y a un sentiment anti-européen, et peut-être pas que d'ailleurs, aussi anti-russe, anti-chinois, qui est en train de se développer avec des actes de violence. C'est ça le résultat. Oui, c'est le résultat et on le comprend. Et on le voit d'ailleurs aussi en métropole, avec la même politique en fait, de violence ultra pro-industriel, corrompu, corruptible de l'Union européenne et d'autres nations de pêche en Afrique, en fait, se fait exactement de la même manière dans l'Union européenne. Et donc, on a par exemple l'État français qui va porter des positions à l'opposé de ce que les pêcheurs français artisans demandent. Et donc, on a aussi des pêcheurs artisans français qui se radicalisent, qui commencent à poursuivre les bateaux de pêche néerlandais, les bateaux de pêche industriels, voilà, qui sont majoritairement néerlandais, qui sont prêts à les tabasser, qui sont prêts à couler les bateaux, qui votent de plus en plus... Il y a des règlements plus au large, quoi. Bien sûr, qui votent aussi de plus en plus l'extrême droite. Donc c'est la montée de l'extrême droite en Europe, elle est aussi causée par cette violence néocoloniale, ultralibérale qu'on voit de l'Europe partout dans le monde. Donc c'est bien sûr que quand je vois cette réaction-là, je la comprends. Malheureusement, c'est la marche du monde. On est dans un monde qui est de plus en plus violent, qui part en torche. Et donc, les gens vont prendre les armes. Si on veut que les gens ne prennent pas les armes, il faut qu'on remette complètement à plat la manière dont on fait le commerce, les coopérations. Par exemple, si vous prenez les communications de la Commission européenne sur la pêche, tout est durable, tout est du partenariat, de l'échange, on aime nos copains d'Afrique, etc. Et donc, les méchants, c'est des Chinois. C'est ça que l'Union européenne dit. Oui. Mais en fait, les Chinois, ils font quoi? Ils font comme les Européens font, mais à échelle chinoise. Les Chinois sont 1,4 milliard, nous on est 447 millions. Donc forcément, l'impact qu'on a n'est pas le même que l'impact avec 1 milliard d'habitants en plus. Mais on n'a rien à envier à ce qui se passe en Afrique. Et en fait, on a clairement un besoin, nous, Européens, de nettoyer dans notre porte. Donc, c'est sûr que c'est violent comme réaction, mais c'est compréhensible malheureusement. Oui, mais alors, on peut charger l'Europe, mais moi ce qui me désespère un peu, c'est que vous pouvez penser que la diversification des relations avec d'autres puissances, l'arrivée de la Chine, la Turquie qui devient très importante, notamment au Sénégal, vraiment une poussée spectaculaire, l'Inde qui arrive en Afrique, on pouvait se dire
notamment l'Afrique francophone qui était auparavant dominée par la France, elle allait s'en sortir un peu mieux. D'ailleurs, c'est un discours que tiennent les Africains. Les choses allaient être rééquilibrées. Nous, on ne veut plus continuer avec la France parce qu'on veut diversifier nos partenaires et donc, voilà, on sera moins dépendant. C'est quoi le résultat ? C'est là que je suis extrêmement déçu. C'est-à-dire que justement, quand on voit l'exemple de la pêche avec les Chinois, c'est-à-dire qu'on a vu la pratique chinoise, elle peut être pire, parfois beaucoup plus brutale. Et d'ailleurs, on le voit dans le film. Oui. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de pays qui en reviennent, notamment en Afrique de l'Est. Il y a une grande campagne au Kenya, dans la campagne présidentielle, où le nouveau président s'est fait élire contre les Chinois. En Tanzanie, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont allés tellement loin, et donc ils sont allés plus loin que la puissance coloniale française, par exemple, que c'est un peu désespérant parce qu'on pouvait espérer que l'arrivée de nouveaux joueurs allait se faire au bénéfice des États africains. En fait, non. Il y a toujours cette relation déséquilibrée. Donc vraiment, il faut essayer de s'unir. Avec des violences terribles. On voit ces hommes qui ont été brûlés à l'acide lors de combats avec des Chinois sur un bateau. On voit des situations quand même absolument dramatiques. On assiste à des violences. Mais de toute façon, on voit, c'est sûr que la Chine est pire, bien évidemment. C'est les bateaux épaves qu'on voit et qui sont actifs, qu'on voit dans le documentaire, sont chinois. Les esclaves à bord sont sur des bateaux chinois. L'acide qui est utilisé, c'est bien évidemment des bateaux chinois. Les Européens ne font pas ça. Mais en termes de pratiques, de corruption, d'influence, de néocolonialisme, etc., et d'impact sur l'environnement, on est sur quelque chose qui est comparable. Mais donc, le truc, c'est aussi que l'Union européenne, c'est pas un confetti, si vous voulez, dans le monde. C'est la deuxième plus grande puissance de pêche au monde, avec la Chine. La France est quasi ex aequo avec les États-Unis, le plus gros territoire marin au niveau international. Donc on a une voix qui porte, on a besoin d'être exemplaire. D'autant plus que l'Europe est une démocratie et on s'enorgueillit, c'est-à-dire sur la question des droits de l'homme, la question des droits à la personne, trafic des êtres humains, on est plus exigeant que la Chine. Et donc, il faut que cette exigence vis-à-vis de nous-mêmes se traduise politiquement. Moi, ce qui me frappe, c'est l'incapacité, ici, à le faire traduire en acte politique. Ça me frappe. L'inertie des politiques sur les questions de rapport de domination est frappante, d'autant plus que, comme on l'a vu, la violence économique engendre la violence sociale. Ici, en France, on parle beaucoup du débat qui est en cours et qu'on nomme de façon impropre le sentiment anti-français. C'est la traduction des logiques de domination économique. C'est-à-dire, on peut faire de la géopolitique a posteriori, le manipuler, etc. Mais ce qui est en cours, quand vous prenez le début de la dénonciation, les bases de la dénonciation, c'est toujours de la logique économique. Par exemple, au Sénégal, le mouvement porte-étendard du sentiment entre guillemets anti-français, c'est France Dégage. France Dégage, c'est d'abord le corpus du discours, c'est le franc CFA, c'est les grands groupes français qui viennent détruire l'économie locale, la petite économie. Donc ce sont des logiques sociales et économiques au départ. Donc après, la lecture politique vient a posteriori. Je voudrais nuancer le discours. Il y a un sentiment anti-français en ce moment qui est l'héritage colonial, mais je trouve que ça va extrêmement loin. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Enfin, en tout cas... il y a une contestation politique. Oui, mais enfin, en tout cas, une espèce de rejet de tout ce qui ressemble à être un Français dans certains pays. Non, en tout cas, c'est ce qu'on ressent. Ça, c'est un raccourci. Non, mais en tout cas, il y a des faits. Enfin, je veux dire, les faits, aller au Mali, au Burkina, les faits, ils sont réels. Si vous allez en France, on va pas au Mali ou au Sénégal, on vous rejette pas. Par contre, on va vous dire les accords de défense, les ingérences économiques et militaires, on n'en veut pas. C'est-à-dire, c'est ça qui, en fait, le problème est compliqué. C'est-à-dire, le fait de rejeter la domination économique ne veut pas dire qu'on rejette ni la langue, ni la culture, ni les valeurs. Oui, la plupart des jeunes Africains rêvent, qui critiquent, qui ont ce discours de critique sur la France, rêvent de venir étudier en France. Alors, il y a une forme, si je précise mon propos, une forme de rejet. Simplement, le sentiment que j'ai, c'est que effectivement, cette forme de rejet va très loin et ne regarde pas les différences avec certaines nouvelles puissances. Moi, je suis quand même frappé. C'est-à-dire, laissez-moi finir. La France, les entreprises françaises, elles ont des règles de compliance qu'on peut critiquer, mais en tout cas, maintenant, les règles s'appliquent, même si elles ne sont pas toujours appliquées. Souvent, nos concurrents, les concurrents des Français, n'ont pas de règles. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire les Africains sont parfois avec de nouveaux arrivants, les Russes et les Chinois,
sans règles du tout. Alors je ne vous dis pas que les Français sont purs, mais simplement il y a une certaine forme de règle qui n'existe pas chez certains concurrents. Je vais vous redonner la parole, Fabien Gay, dans un instant, mais je voudrais qu'on revoie un extrait et qui sera en lien avec ce que vous avez dit au début de votre propos, au début de l'émission, Ousmane Ndiaye. D'après le film, l'équation est tragique, mais elle est relativement simple. Pillage des ressources halieutiques, disparition du poisson, plus de travail, appauvrissement général. Et tout cela débouche sur une migration des jeunes Sénégalais vers l'Europe, une migration souvent suicidaire. On regarde un extrait et on en parle juste après. Sa doom dee na rek laa ci dégg aw ma ci benn nouvelle nii rek laa ci dégg moroomam yi def ko ci estati sa doom tukki nga toog a toog ba ñu woone ne dee na dafa nekk lu metti waaw dafa nekk lu metti torop dafa metti. Ce n'est pas seulement le poisson qui disparaît, mais c'est une partie des Sénégalais qui disparaît. Ça a une conséquence pour le développement de l'Afrique. Je ne dirais même pas le Sénégal, mais pour le développement de l'Afrique. Il y a eu toujours l'esclavage avant. Après l'esclavage, ils ont parlé de colonisation. Après, ils ont essayé de parler d'indépendance. Mais on n'est pas indépendant. Et on parlait des violences que ça provoquait, mais ça provoque aussi des migrations meurtrières, suicidaires. Vous voyez, je ne connais pas ce monsieur, qui est un syndicaliste sénégalais, mais je me sens frère d'humanité avec lui. Et je le comprends. Parce que la violence, c'est la dernière arme du pauvre, de celui qui n'a plus rien. Souvent, on dit, regardez, les gens mettent tout à feu et à sang. Mais quand vous en êtes là, c'est parce que vous êtes désespérés. 700 000 personnes vivent de la pêche au Sénégal. Mais quand vous avez un petit bateau de 10 mètres et qu'il va falloir affronter des bateaux de 150 mètres, vous faites quoi? Rien. Et que vous voyez que les règles internationales ne sont pas respectées, il vous reste quoi? Donc, je suis en désaccord avec vous en disant la France serait un peu mieux que les autres. Non. Franchement, je vous le dis, c'est un désaccord politique, là. Je ne crois pas. Malheureusement. Malheureusement. Bah ouais. Parce qu'on donne beaucoup de grandes leçons de démocratie et de droits de l'homme. Mais nous-mêmes, nous ne les respectons pas. Combien d'entre eux... Je vous ai pas coupé. On s'est donné beaucoup de... On se donne beaucoup de règles. Mais on ne les respecte pas. On n'en respecte aucune. Par exemple, Total Energy, en Ouganda, allez expliquer aux Ougandais, aux Ougandaises qui respectent le droit qu'on s'est donné. Et dites ça, les yeux dans les yeux, ici, sur ce plateau. Personne ne croit ça. Et les grandes entreprises françaises dirigées du CAC 40, aucune, lorsqu'on part en dehors de l'Union européenne, ne respecte des règles. Donc, malheureusement, ça. Et donc, j'en viens sur l'immigration. Ben oui, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes désespéré, que vous n'avez plus rien, que, en fait, les grands bateaux, qu'ils soient russes, chinois, turcs, français, ou peu importe, vous pillent, vous n'avez plus rien à manger. Qu'est-ce qui vous reste? La migration. Et la migration, c'est toujours un arrachement. Parce qu'on ne parle jamais de ça. On parle toujours des conséquences. Et on voit la fin du film, on a ce témoignage. Avec les extrêmes. Vous permettez que je donne des chiffres? Je finis juste. Oui, mais c'est pour alimenter votre propos. J'ai regardé les chiffres chiffres officiels de l'émigration des Sénégalais vers les pays de l'OCDE et elle est en constante progression depuis 20 ans, en tout cas jusqu'en 2019. Le nombre d'entrées annuelles de ressortissants sénégalais dans les pays de l'OCDE a plus que doublé entre 2000 et 2010. Entre 2000 et 2010, ils sont passés de 9 700 à près de 20 000 et à 23 500 en 2019. Et là, ce sont des chiffres officiels. Je finis par vous poser une question, Madame Fitoussi. Nous avons des enfants. Si on n'avait plus rien à manger, est-ce que vous croyez qu'on part de gaieté de cœur pour traverser la moitié de l'Afrique, un radeau de fortune pour traverser la Méditerranée, qui est un cimetière géant, et arriver ici où on n'a pas une crise de l'immigration, on a une crise de l'accueil. Nous leur devons solidarité et fraternité. Parce que ce que nous faisons en train de les piller, c'est ça qui conduit à ce que des hommes et des femmes traversent l'Afrique dans ces conditions-là. Donc il faut reposer tout à plat, et j'en reviens. C'est des nouvelles coopérations. Vous me disiez tout à l'heure, c'est pas respecter les accords économiques. Mais moi, je conteste tout ça. Je pense que ça nous entraîne dans le mur. Ça fait monter le populisme et l'extrême droite partout. Vous aviez raison tout à l'heure et je partage votre analyse. Bah oui, la situation ubuesque, c'est qu'a priori, donc, vous me confirmez le terme, on pille leurs ressources, ils partent de leur pays pour venir s'alimenter là où ils peuvent, c'est-à-dire potentiellement en Europe, et des politiques se plaignent du fait qu'ils arrivent en Europe. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation ubuesque. Complètement, et c'est effectivement, nous, les retours de terrain qu'on a de l'Afrique de l'Ouest, hein, c'est que la plupart des migrants provient du manque d'alimentation sur la côte, en fait. Alors, historiquement, il y a toujours eu, c'est vrai en Afrique de l'Ouest, c'est vrai en Afrique de l'Est, en Asie, on a des migrations vers la côte parce que le poisson est gratuit, on n'a pas besoin d'avoir des licences, etc., pour aller le pêcher. Donc, c'est déjà une première migration
intra-pays pour accéder à une ressource alimentaire qui est normalement abondante et gratuite. Mais ensuite, une fois que ça a été pillé, il reste la migration en dehors, et donc cet arrangement dont vous parliez. Et donc nous, tous les collègues qui travaillent sur le terrain, y compris aussi en sciences sociales, qui nous parlent des migrations africaines, c'est quasiment tout le temps lié à un pillage des ressources naturelles. Poissons, mais pas que. C'est minier, c'est forestier. Les exemples sont vraiment... Oui, là, on multiples. prend l'exemple des ressources halieutiques, mais il n'y a pas que ça, quoi. Alors le grand paradoxe, c'est que dans le film le montre, il y a eu quand même un début de transformation sur place de la ressource halieutique. Il y a eu des usines qui ont été faites au Sénégal. Et souvent, le problème de l'Afrique, c'est qu'on ne transforme pas. On vend les matières premières, il y a peu de textiles, le bois du Gabon, il est exporté, pas transformé. Il y a eu un début de changement. Et là, quand j'ai vu le film, je me dis, tiens, c'est intéressant, les usines de poissons. Mais en fait, c'est pire. Bah oui, c'est ce qu'on découvre pire dans le parce film. qu'on découvre que ça a été une transformation et un modèle qui n'a pas pris encore en compte l'impact social, c'est-à-dire sur les populations. Et donc c'est ça le problème, c'est-à-dire dans le développement économique de l'Afrique, qui est une nécessaire transformation, parce que tant que les matières premières partiront à l'extérieur sans transformation locale, ça n'ira pas. Il faut aussi faire attention. Visiblement, le chemin qui a été pris est mauvais, ou en tout cas n'est pas suffisant, puisque ça a eu un impact négatif. Moi, je reviens du Bénin, là où il y a un gros projet pour transformer la matière textile en créant des usines textiles à côté de Cotonou. J'ai vu qu'au Gabon, ils ont transformé depuis 10 ans le bois, parce qu'auparavant, ça s'exportait de façon brute. Donc c'est le chemin à suivre, mais attention, on voit bien que dans l'exemple du Sénégal, ça peut parfois aller faire fausse route. Et vous me faites parfaitement ma transition, et je vous donne la parole juste après, Ousmane Ndiaye, cette question des usines de farine de poisson, là aussi qu'on découvre dans le film, qui nous pose cette question, hein, est-ce qu'on ne doit pas revoir carrément tout notre modèle alimentaire et notre modèle industriel? Je vous pose la question, on fera un tour de table sur le sujet, mais regardons à nouveau un extrait sur cette situation folle. Avec la farine de poisson, il n'y a pas de gestion durable. Gestion durable ne rime pas avec installation d'usine de farine de poisson, c'est contradictoire. Autre chose, le Sénégal fait la subvention sur la pêche. Par exemple, le carburant. On rabaisse le carburant pour permettre à ce pêcheur-là d'aller quand même pouvoir avoir du poisson à vendre. Et ce pêcheur prend le poisson sénégalais et le vend à une usine de farine de poisson qui va l'exporter en Europe pour nourrir le saumon européen qui va nourrir l'Européen. Donc aujourd'hui, c'est la subvention sénégalaise qui contribue à nourrir les Européens. Un pays qui dépend de l'aide publique au développement européen pour vivre. Ousmane Ndiaye, ce film nous montre paradoxe sur paradoxe. On doit se pincer pour se demander si c'est vrai ou pas, quoi. Et puis ça m'amène à dire quelque chose que je pense important. Le débat sur qui est pire est absolument indécent. Vraiment, il faut évacuer cette partie du débat. Ça ne sert à rien de savoir entre les Chinois et les Russes qui est le pire. Mais si, c'est fondamental. Non. Mais attendez, vous avez un partenaire. On ne va pas chercher le meilleur dans le pire. Oui, non, mais cherchons le meilleur partenaire. Non, donc là, deux partenaires, on s'il y en a parle un qui est de pire que l'autre, on choisira le meilleur. Non, mais là, on parle de destruction. Le résultat est toujours des destructions. Là, on est en train de se dire, dans la destruction, qui détruit, avec quelle méthode? Non, mais c'est pas possible, ce débat. En fait, on viole nos propres principes. L'Occident, l'Union européenne viole ses propres règles. On ne peut pas être dans une logique de dire... on ne peut pas poser le débat sur... Oui, l'Union européenne, au moins elle a des règles, elle les viole, ben, au moins elle a des règles. Mais ça n'a pas de sens. Mais alors, juste, Ousmane Ndiaye et tous, je vous pose la question à tous. Pardon, non, ça y est, vous avez déjà un peu répondu. Je voudrais juste qu'on en vienne un peu aux solutions. Est-ce que les solutions viendraient alors, d'où ma question sur nos modèles alimentaires et nos modèles industriels, est-ce que la solution ne doit pas venir de nous, consommateurs? Ce poisson, ces farines de poisson qui servent à nourrir les saumons dont peut-être beaucoup de Français se délectent quand ils mangent des sushis le midi. Est-ce que le problème viendrait de là? Est-ce que c'est au moment de la consommation qu'il faut se poser des questions? Il y a des choses très simples. Il faut resituer les choses dans notre quotidienneté de chacun d'entre nous. S'il vous plaît. On peut manger du poisson national sénégalais qui s'appelle le tchof parce qu'on les prive des Sénégalais. Moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi au Sénégal. Jusqu'avant 2000, dans le plat national, il y a ce qu'on appelait les poissons nobles. C'est-à-dire, on le mangeait tous les jours à midi. Aujourd'hui, aucun Sénégalais à moins les privilégiés, ne peuvent pas. Par contre, à Paris, ce poisson, je le retrouve à Paris. C'est-à-dire, au Sénégal, si vous allez sur le quai de pêche, etc., vous ne pouvez pas trouver du tchof, ou difficilement. Par contre, vous venez dans n'importe quel supermarché ici, ou dans n'importe quel marché de France, vous le trouvez facilement, et parfois même, paradoxe, à un prix plus abordable au Sénégal où c'est pêché.
C'est ça la réalité. Donc la réalité, c'est que quoi, les solutions sont entre les mains des consommateurs, oui ou non, chacun d'entre nous, non, Fabien Gay, non. Non, c'est un système. Non, je suis désolé. Mais est-ce que ça ne doit pas commencer par nous, par nos comportements? Non, mais là c'est trop facile de dire c'est chaque consommatrice et consommateur. C'est un système que moi je combats, ça s'appelle le capitalisme. D'accord? C'est ça la réalité. Donc tant que vous n'aurez pas cherché cela, le rapport économique, tant qu'on n'aura pas fondé non plus sur la compétition, mais sur la coopération. Moi, je ne crois pas. Les socialistes ne faisaient pas mieux non plus. Mais bon, ben, ça, c'est votre. Ah, si, il y a eu. C'est l'histoire de vrai, l'Afrique. mais moi, je pense que, par exemple, la vision, c'est pas que l'Afrique s'industrialise pour rentrer dans la compétition internationale et donc, en réalité, fabriquer de la farine et toujours plus de farine pour la vendre. Non, qu'ils puissent manger leur propre poisson, ce que vous dénoncez très bien. C'est que moi, je suis pour la relocalisation d'un certain nombre d'industries, que la relocalisation de l'agriculture. Donc, c'est ça la véritable question. Et qu'on est sur un mode de coopération. Et bien avant le capitalisme ou le communisme, il y avait des échanges depuis le Moyen-Âge. Donc, on nous dit aujourd'hui, il n'y a que les traités de libre-échange et il faut avoir toutes ces règles-là. C'est faux. On avait de l'échange, on peut avoir des échanges basés à égalité. C'est ça qu'il faut retrouver. Alors, bien sûr, c'est difficile, mais moi, je ne suis pas pour qu'on fasse peser la responsabilité sur le consommateur ou la consommatrice. C'est un système qui est complexe, de domination à plusieurs échelles, et qui s'appelle le capitalisme. Est-ce qu'on ne peut pas être les lanceurs d'alerte? Est-ce qu'on ne peut pas être boycottés, commencer par boycotter ces poissons que nous mangeons? D'alerte, mais après, maintenant, il faut agir au niveau européen et international pour changer les règles du jeu. Il ne faut pas boycotter du poisson qu'on mange. Enfin, je veux dire, si les Africains ont le droit de vendre et d'exporter, sur le principe, il ne faut pas être contre le principe d'exporter. On voit qu'ils se font arnaquer. Simplement, on voit bien que tel que c'est parti, notamment au Sénégal, c'est mal parti. Le problème, c'est sans doute, je n'ai pas étudié la question, mais le prix d'exportation. Si la farine de poisson se vendait très très cher, avec l'argent de l'exportation, le Sénégal pourrait peut-être faire autre chose. Si on arrive à cette situation-là, c'est que l'exportation se fait sans doute à bas prix. Donc, il ne faut pas être contre l'exportation, c'est au contraire, c'est ce qui permet, et ce qui a permis à des pays de se développer. On n'est pas contre. Donc simplement, c'est le type d'exportation et le modèle qui est à voir. Et effectivement, tel qu'il est décrit, ce modèle est absurde. C'est le trajet de la mondialisation aussi qui est absurde. Les farines pour nourrir nos élevages, donc avec un coût écologique absolument dingue. Donc simplement, le système, il est... Oui, mais par où on commence? Par quel... Mais on commence par la volonté politique. Enfin, là, je vous rejoins parfaitement là-dessus aussi. C'est personnellement, je connais personne qui se lève le matin en disant « Ah, aujourd'hui, je vais détruire la planète » ou enlever le tiof de la bouche des Sénégalais. Enfin, ça n'existe pas. Donc il y a un énorme déficit de pédagogie, c'est sûr, et merci de faire cette émission sur les accords de pêche. Enfin, on en parlait en amont de l'émission, mais c'est un sujet qui est colossal, qui a des implications sur la stabilité politique, l'économie, la migration, etc., l'environnement. Personne n'en parle. Donc il faut que ce sujet-là vienne maintenant sur le dessus de la table. Mais ce n'est pas les consommateurs qui vont changer. Les consommateurs, ils mangent ce qu'il y a dans les supermarchés parce que ça y est. Et c'est dans le supermarché parce que le système est complètement corrompu et permet justement ça. Si demain on arrêtait d'acheter ce poisson, est-ce que les industriels ne changeraient pas tout simplement leurs pratiques? Le boycott, mais quand même, je pense que le consommateur est aussi un citoyen, un électeur. Moi, je pense que aussi les consommateurs citoyens ont un rôle ici, c'est dans la prise en compte dans le débat politique, parce que on joue là-dessus. Du point de vue politique, cette question n'existe pas dans le débat politique français. Et c'est ça le problème. Et c'est là où les citoyens ont quand même un enjeu de responsabilité. Et tant qu'on les consommera... Mais nous, l'association Bloom, on gagne nos combats grâce aux citoyens, parce qu'on fait de la pédagogie, parce qu'on utilise aussi nos relations avec les médias pour faire pression sur les décideurs politiques. Donc effectivement, les citoyens, mais pas les consommateurs, les citoyens, ils ont un rôle pour faire pression sur les politiques. Mais je reprends juste un exemple qui est... Oui, sauf que souvent, notre seule arme de citoyen, c'est la consommation. Pas que. La carte d'électeur, quand même. On peut voter. De temps en temps. Et la consommation, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais par exemple, là, un des éléments qui est ultra marquant, je trouve, dans la séquence que vous venez de passer, c'est que les pays d'Afrique subventionnent l'économie européenne. Ben oui. Et c'est dingue, mais ça, c'est pas vrai que pour le Sénégal. Aux Seychelles, où la plus grosse flotte de pêche thonière européenne est basée, et donc tout le thon qui est transformé là-bas alimente le marché européen, ces petits navires, ce piquet, etc. Les navires européens qui font 90, 100 mètres, 110 mètres de long payent moins cher le carburant que les pêcheurs artisans locaux. On est dans un système
qui est délirant. Ça, c'est pas le consommateur qui va forcément tout changer. Il a son rôle à jouer avec les lanceurs d'alerte, etc., pour aussi, avec sa carte d'électeur, avec son téléphone, mettre la pression sur les décideurs politiques. Mais c'est la France, c'est l'Espagne, c'est la Commission européenne, c'est la Chine, c'est la... Rapidement, Fabien Gay, pour conclure. Pour conclure, Madame Fitoussi, chaque citoyen ou citoyenne est une électrice, un électeur, un consommateur, une consommatrice. Mais vous et moi, on a le choix. Quand je dis ça, c'est parce qu'on en a les moyens et on peut se permettre, sur la question alimentaire, de payer plus cher un produit parce qu'il est local, parce qu'il est d'agriculture biologique. Mais moi, j'habite Blanc-Ménil, dans une ville extrêmement populaire. Et les gens, en réalité, ils n'ont pas le choix. Parce que les salaires et les pensions de retraite sont tellement basses qu'entre plusieurs kilos de tomates, ils prennent le moins cher. Et malheureusement, parfois et souvent, ils ont conscience que cette tomate a fait 3 fois le tour du monde. Sauf que quand elle est à 1 euro et que les autres sont à 4 euros, on va à 1 euro. Donc, c'est pour ça que je vous dis, de dire facilement, bon, mais chaque consommateur à égalité avec tous, il peut se permettre, et si c'était nous. Non, c'est un système qui conduit à ça. En réalité, pour beaucoup, ils n'ont pas le choix. C'est ça qu'il faut avoir. Allez, un dernier mot très rapide, Thierry Fabre. Qu'on n'a pas vraiment développé, qui est essentiel, c'est la stratégie économique des États. C'est-à-dire que des États africains, ils doivent transformer leurs ressources sur place. Certains l'ont fait plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est avant de dénoncer le système global, c'est essayer localement d'avoir une stratégie qui puisse marcher. On a vu celle-là ne marche pas, mais d'autres, en tout cas, c'est le point. Et pour répondre à mon voisin, ce qui est important, quand on compare les relations avec France ou avec la Chine, c'est qu'en France, quand Total fait un projet, il y a quand même un contrôle démocratique des ONG qui peuvent dire ce qui est fait en Ouganda n'est pas bien. En Chine, ça ne marche pas. Non, mais c'est quand même... On ne relancera pas le débat. Merci beaucoup à tous les 4. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très bientôt sur Public Sénat. Ça ne s'arrête pas, c'est pas grave.